Alors, d'abord, vous remercier d'être présent. Donc, ce qu'on propose de vous faire ce soir, c'est on va donner d'abord la parole aux différents vice-présidents du comité de soutien qui sont présents. Alors, d'abord, vous priez d'excuser Alain Claes qui prend 8 jours de repos. Donc, il est au soleil. Donc, sinon, il aurait été bien sûr avec nous ce soir. Donc, on va organiser la soirée de façon un peu simple, hein. Pour moi, c'est l'idée. On va donner la parole au vice-président. Je laisserai la parole à Valérie Marmin pour qu'elle se présente. Je vous dirai également, moi, je ferai une petite présentation rapide. Et puis, je vous présenterai des thèmes un petit peu clés de la campagne sur lesquels nous, on souhaite travailler. Et puis, l'idée aussi, c'est quand même de faire un échange, hein, d'avoir des questions, des réponses. Vous verrez, hein, ça fait maintenant, depuis dimanche, qu'on est sur le territoire. Donc, on a été très attentifs et très à l'écoute de ce que nous ont dit les différentes personnes. Je vous en ferai aussi un petit état des lieux, parce que je crois que c'est intéressant de savoir sur vos territoires, sur le territoire qui va être bientôt le mien. Parce que moi, je suis un sudiste, comme dirait Gilles, hein. Donc moi qui arrive de l'Est de Poitiers, c'est important d'aller voir les personnes, même si je connais un peu le territoire, je vous raconterai comment. C'est pas la première fois que je viens à Neuville. Donc ce que je vous propose, Guy, Bernadette, vous vous donnez la parole l'un et l'autre dans l'ordre que vous le souhaitez. Bon, alors moi, je suis un homme de l'Est, hein. Je m'appelle Guy Andro, je suis maire de Savigny-les-Vescots. Vous savez, c'est un petit pays qui n'est pas très connu à côté de Poitiers. Petit village tranquille. Accessoirement vice-président aussi de Grand Poitiers, en charge du projet de territoire et de la contractualisation, c'est-à-dire de savoir ce qu'on va faire et où on va trouver les sous pour le faire. C'est pas une tâche facile. Voilà, donc quand Xavier m'a dit qu'il se présentait, j'ai accepté effectivement d'être dans son équipe et de l'accompagner parce que je le connais un petit peu. Il a été notre conseiller général, on disait à l'époque. Pendant un certain nombre d'années, on a fait pas mal de choses ensemble et j'ai pu apprécier sa qualité de travail. C'est quelqu'un qui suit les dossiers, c'est quelqu'un qui s'engage, c'est quelqu'un qui apporte. Et puis c'est quelqu'un qui écoute en même temps. Donc ça, c'est aussi intéressant. C'est quelqu'un qui prend la température du terrain, qui s'intéresse aux gens, à leurs problèmes. L'autre raison, c'est qu'on a les mêmes valeurs. Des valeurs de la République et puis des valeurs aussi de gauche. Et puis je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de jeunes, de gens qui se donnent pour notre territoire, pour notre pays, parce que les Français ont un peu perdu le moral. Ils sont un peu moroses, ils ont certainement des raisons d'être moroses. Vous l'avez vu au moment des élections, il y a des gens qui ont été laissés un peu sur le bord de la route et qu'il va falloir aider, hein, remettre sur les rails. Donc il y a un travail à faire auprès de cette population qui se sent un peu délaissée, abandonnée. Souvent dans les campagnes, peut-être pas à juste titre d'ailleurs, mais c'est un sentiment et puis c'est parfois aussi une réalité. Et je crois qu'on peut compter sur Xavier pour travailler dans ce sens-là. Il a des propositions intéressantes à nous faire, donc je vais pas aller plus loin, je vais le laisser développer ses propositions. Et puis je vais passer la parole à Bernadette. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je suis particulièrement heureuse d'être là, aujourd'hui, à Neuville, auprès de Xavier et de Valérie. Alors, Xavier, vous savez, si je suis là, c'est parce que vraiment, c'est de l'amitié. Et pourquoi ? Pourquoi ? Alors, en amour, on a des coups de foudre. Ça dure ou ça dure pas. En général, ça dure pas forcément. Mais l'amitié, ça se construit au fil des années. Et ça s'améliore suivant les circonstances vécues. Alors Xavier, on se connaît depuis des années et des années. Mais depuis, disons, une dizaine d'années, on a construit une amitié. Alors, sur nos valeurs, nos idées. On partage beaucoup de choses, je vais en reparler tout à l'heure. Et puis, sur le côté humain, parce que c'est très important, le côté humain. Xavier s'engage avec Valérie avec une étiquette socialiste. Et il en est fier. Et tu as raison d'en être fier.
Seulement l'étiquette socialiste à l'heure actuelle, on a vu au présidentiel ce que ça pesait. Ça pèse 6 à 7%. Donc, il faut un certain courage. Et ce courage-là, il vient des idées et des valeurs que l'on a à l'intérieur de soi et qu'on a envie de faire partager et qu'on a envie de faire vivre pour le bien-être de chaque citoyen et de tous. Et c'est ce que j'ai trouvé chez Xavier. J'ai trouvé chez Xavier ce que j'ai toujours voulu partager avec mes amis socialistes. C'est un défenseur vraiment très ardent sur les services publics. Il a compris très jeune que les services publics, c'était le patrimoine de ceux qui n'en avaient pas. Et à l'heure actuelle, on voit combien, surtout dans les zones rurales, les services publics sont atteints et manquent aux habitants des zones rurales. Xavier se bat pour ça. Il se bat pour une éducation exigeante. On ne s'en sortira pas si on n'a pas une exigence de l'éducation. L'éducation dès le plus petit âge, mais aussi jusqu'au bout. Sur la recherche, on a beaucoup, quand on regarde les programmes des présidentielles, sur certains programmes, on voyait bien qu'on a des carences sur la recherche. Nos chercheurs s'en vont. Donc il faut une réflexion là-dessus. Xavier, là. Sur les services de soins de santé, la santé, c'est le bien le plus précieux de chacun. Donc on doit pouvoir être égaux face aux services de soins de santé. Je sais que ça, c'est un point très fort de Xavier, que je partage avec lui. Aussi sur les services de soins de santé qu'il y a à améliorer, voire à créer, pour faire face au vieillissement de la population. Je sais que ça, c'est une thématique qui plaît énormément à Xavier, et il a raison, parce que c'est une politique du futur, et c'est une politique qui peut créer beaucoup d'emplois. De même, sa défense de soins pour tous les handicapés, toute forme de handicap. Je crois qu'on a besoin vraiment, ici, en tant que socialiste, de se dire qu'on a non seulement des gens qui sont au bord du chemin à cause de raisons économiques, mais il y en a aussi à cause d'accidents de la vie. Et ça, je crois que c'est très important. Et vraiment, Xavier, sur ce côté-là, sur ce point-là, on a vraiment que des choses en commun, que des choses à partager. Et puis, bien entendu, Xavier a été élu, il a dit, conseiller général, à la fois sur un bout de ville et sur un bout de campagne. Donc j'ai tendance à dire c'est l'homme des champs et l'homme de la ville. Hein. Mais effectivement, je sais qu'il est très attentif à tous ces problèmes de ruralité, de rurbanité. Et c'est le territoire de demain. J'espère qu'il sera élu à l'Assemblée nationale parce qu'il va y avoir On a fait une réforme territoriale. À mon avis, on l'a fait trop vite et pas complète. Donc, j'espère que la prochaine législature, les socialistes pourront peser pour améliorer cette réforme territoriale. Et puis, je sais qu'ils se défoncent aussi pour les petites et les moyennes entreprises qui sont des bassins d'emploi qu'il ne faut pas négliger parce que ce sont des bassins d'emploi de proximité. Et nos jeunes ne demandent pas forcément à partir dans les grandes villes pour aller travailler. Ils préféreraient certains rester chez eux, à côté de chez eux, avec un emploi stable. Donc tout cela, on l'a partagé ensemble lors de les dernières élections départementales où nous nous sommes présentés en tandem. Bon, évidemment, il nous a manqué très peu de voix, mais bon, la prochaine fois, on ira peut-être, on fera peut-être mieux. Et alors, je voudrais vous dire, parce que j'ai entendu beaucoup de gens me dire, mais Bernadette, vous vous ressemblez pas. Eh bien, si, on se ressemble. La seule chose de différence, c'est que je suis une femme un peu expansive, je suis sensible, et ça se voit. Xavier, ça ne se voit pas. Il a une petite carapace de froideur. Et tout le monde me dit, mais il est comme tu nous le dis. Oui, mais sa petite carapace, sa pudeur, je dirais, sa pudeur d'homme sensible. C'est quelqu'un qui a un esprit de tolérance et une âme extrêmement généreuse, qui sait écouter et qui sait dialoguer, qui sait partager, mais pour trouver des solutions aux soucis de la vie quotidienne de chacun. Et c'est pour ça que je suis fière d'être à ses côtés ce soir et que je lui souhaite d'être élue de la République. Elle a besoin de gens comme toi, cette République, parce qu'elle est malade. Alors je sais que tu t'intéresses aux soins de santé et que tu sauras, avec d'autres, la soigner. Donc je vais laisser, après ces gentilles paroles, je vais laisser effectivement le micro
à Valérie Marmin qui va vous présenter qui elle est, d'où elle vient et pourquoi on travaille ensemble. Là aussi, c'est une longue histoire. Valérie. Merci. Merci Xavier. Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors donc moi c'est Valérie Marmin, j'ai 51 ans, je suis mariée, j'ai un fils de 16 ans, je suis née à Poitiers, j'ai pas beaucoup bougé, je suis restée à proximité de ma ville, en tout cas dans mon département, dans ma région, et aujourd'hui j'habite à Montamisé où je suis élue municipale. Alors, je suis élue municipale dans l'opposition, donc j'ai pas de délégation particulière, mais sur le précédent mandat où j'étais dans la majorité, j'ai été adjointe à la vie culturelle, donc pendant la durée d'un mandat, pendant 6 ans. Alors bon. Quand Xavier m'a demandé de bien vouloir être sa suppléante, c'est vrai que j'ai réfléchi quand même un long moment. J'ai pris le temps de la réflexion parce que bon, c'est pas un engagement que je prends à la légère, même si effectivement, bon, le rôle de suppléante est pas très bien défini. En tout cas, il n'y a pas d'existence légale. Donc bon, après, on fait ce qu'on veut de cette mission dont je me sentirais investie, dont je me sens investie, hein, si toutefois on est élu. Donc bon, j'essaierai en tout cas de le seconder au mieux et puis d'être active à la fois sur le terrain, mais aussi sur les grands sujets qui nous préoccupent tous les deux. Alors moi, je ne suis pas issue du PS, je suis issue de l'UDE, l'Union des démocrates et écologistes. Donc c'est une particularité de notre binôme sur le département et pour avoir discuté avec un certain nombre de passants, notamment ici à Neuville, hein, dimanche, j'ai pu constater que des personnes avaient remarqué cette particularité et puis finalement trouvaient que l'esprit d'ouverture dont on a souhaité faire preuve était plutôt intéressant. Je crois que c'est comme ça, en tout cas, qu'il faut travailler aujourd'hui. Et puis bon, on partage quand même les mêmes valeurs et au fond, nos différences sont bien minimes. Bon, elles se traduisent surtout peut-être par une différence d'engagement, en tout cas mise en avant. Pas d'engagement, une mise en avant de certains sujets. Bon, c'est vrai que au sein de l'UDE, il y a une forte quand même mouvance écologiste, ça c'est clair, européenne également, mais bon, ça sont quand même des sujets qui sont portés, des valeurs hein, qui sont partagées avec le PS. Donc si toutefois nous étions élus, si les électeurs nous accordent leur confiance, et bon, ce serait quand même effectivement, je pense, une bonne chose dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Bon, moi je fais partie quand même aussi, hein, je crois, comme Xavier, des personnes ouvertes et qui pensent que, enfin, on souhaite en tout cas au nouveau président de la République, la réussite pour la France, pour les Français. Mais bon, on ne peut que constater que il y a quand même beaucoup de gens qui s'y retrouvent pas trop parce que là, on vit quand même une situation totalement inédite hein, où vraiment toutes les frontières habituelles sont en train de tomber. Et donc, c'est vrai que pour retrouver ses repères, c'est pas forcément facile. Et donc, si on est élu, évidemment, on essaiera de travailler en particulier hein, sur les valeurs qu'on partage. Moi, il y a quand même des sujets qui m'intéressent plus particulièrement, sur lesquels je souhaite m'investir plus particulièrement. Donc, Bernadette en a parlé, le vieillissement. Ça fait vraiment partie des sujets sur lesquels je souhaite m'investir aux côtés de Xavier. La culture, ça c'est un sujet, d'ailleurs tout comme le vieillissement, dont on a peu parlé pendant la campagne des présidentielles. Bon, la culture, moi, j'en ai pas vraiment entendu parler, et pourtant, je trouve que c'est un sujet qui est particulièrement important, parce que donner l'accès à la culture à tous, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas négliger, parce que c'est ce qui permet aussi d'ouvrir aux différences, de se créer une conscience qui permette de comprendre le monde dans lequel on vit, qui permet d'être en capacité, hein,
de prendre ses propres décisions, de se forger ses propres opinions. Et ça, je trouve que c'est particulièrement important. Et donc la culture, c'est vraiment un sujet, l'accès à la culture pour tous, sans discrimination. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'importe. Et puis bon, surtout, un sujet dans lequel je continuerai à m'investir, c'est évidemment le sujet de la transition écologique. Alors moi, je me réjouis quand même d'avoir un nouveau ministre qui a fait ses preuves sur cette thématique-là. Bon, ça me rassure un peu parce que, à vrai dire, c'est vrai que le programme embryonnaire sur ce sujet-là que nous a présenté notre président de la République, ça m'inquiétait un peu, les différentes prises de position. J'étais pas spécialement rassurée. Donc là, j'espère qu'on va pouvoir effectivement continuer à faire évoluer les choses dans le bon sens. Alors ça recouvre effectivement un grand nombre de thématiques. La préservation de nos ressources, la préservation de notre santé. Bernadette en a parlé. Il faut, dans notre vie quotidienne, il suffit pas d'aller très loin. Vous regardez sur ce qu'on essaye de nous faire ingurgiter au niveau alimentaire. Vous voyez qu'il y a des tas de substances qui ne semblent pas, qui nous semblent quand même assez curieuses. On se demande ce qu'on consomme. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce champ-là, de l'alimentation, de la préservation de la santé. C'est quand même un vaste sujet, la transition écologique. Et je pense que on essaiera tous les deux. Je sais que ce sont des sujets qui tiennent aussi à cœur à Xavier. On essaiera vraiment de s'investir tous les deux, sur tous les champs de sujets-là, qui nous concernent, mais vraiment dans notre vie quotidienne, parce que ça, c'est vraiment de la lutte contre le gaspillage. Ça, c'est de la transition écologique. Il y a plein d'exemples qu'on pourrait donner. La préservation de nos ressources, toutes les économies qu'on peut faire à titre individuel. Et je sais que les Français ont une conscience vraiment croissante de ce sujet-là. Donc, ce sont quand même des éléments intéressants. Donc, voilà moi ce que je voulais vous dire ce soir. Et puis, j'essaierai d'être présente sur le territoire, sur l'ensemble de la circonscription. Ce ne sera pas choisir les endroits où on va. Non, tous les électeurs de la circonscription, tous les habitants ont besoin de leurs députés et de leurs suppléantes sur le territoire. Donc j'espère qu'on se reverra très bientôt. Merci beaucoup. Merci Valérie. Alors Valérie, tu pourras questionner d'ailleurs Nina qui est là, puisque je sais que Nina a largement remplacé pas mal Alain Claesque lorsqu'il était effectivement empêché. Donc c'est important d'abord, je crois, le rôle de la suppléante pour moi il est important. D'abord on ne l'a choisi pas par hasard, ça. Elle ne l'a pas dit, mais avec Valérie on se connaît depuis très longtemps. On a un certain nombre de sujets qui nous interrogent et qui sont finalement des choses qui nous rassemblent, plus que ce qui nous sépare finalement, comme dirait la chanson. Et puis, je pense que quand même, la suppléante sur le terrain, elle est engagée parce que d'abord, elle représente la parité. C'est pas anodin, ça. C'est un homme, une femme. Dans la réflexion commune, c'est pas mal aussi de pouvoir avoir cette possibilité de parité. Donc, dans tous les cas, moi, je te remercie, Valérie, d'avoir accepté effectivement ce choix. Alors, vous dire qu'on va débattre. Alors, rapidement, quand même, me présenter. Alors que moi, qui suis un gars de l'Est, plus que du Sud, finalement, de l'Est de Poitiers. Donc moi j'habite à Sèvres-en-Xemont. Sèvres-en-Xemont, c'est une petite commune qui fait 2000 habitants, qui est vraiment à la sortie de Poitiers, sur la route de Chauvigny. En plus j'habite en haut du village, donc de ma fenêtre, moi je vois l'hôpital de Poitiers, donc c'est vous dire que je ne suis pas très loin de Poitiers. Et donc on s'est installé dans ce canton depuis quelques années, maintenant ça va faire 25 ans. Et donc on s'est installé avec ma femme et mes enfants maintenant, nous sommes sur Sèvres-en-Xemont. Je suis élu d'une opposition comme Valérie. Alors bon, cette opposition, elle est toute relative. Vous vous doutez bien que dans des petites communes, on n'est pas sur des clivages. Les clivages droite-gauche, le maire est une personne de droite assumée. Dans le conseil municipal, c'est très bigarré. Et on est quand même de façon générale, on n'est pas dans une opposition frontale, même s'il y a des marqueurs très clairement qui font la différence avec les projets qui peuvent être portés. J'ai été effectivement, comme l'a rappelé Guy, de 2011 à 2015, j'ai succédé à Michel Burlot sur le canton de Saint-Julien-Lard, qui n'existe plus, hélas, pour nous. Et donc, on s'est présenté avec Bernadette. Alors, Vincent Chenu, qui fait l'office de directeur de campagne, qui est aussi premier adjoint de Guy, décidément, à Savigny-Levesco-Méchère.
Et il y avait aussi Blandine Simon, qui est, vous verrez, on va faire un petit journal qui va être distribué pour bien nous présenter. Blandine Simon, elle témoigne. Blandine Simon, elle a cette particularité que c'est une salariée très engagée dans le secteur syndical, un syndicat quand même très marqué à gauche. Et elle travaille dans un centre d'appel, avec les conditions de travail que vous connaissez dans les centres d'appel, hein, sur Chasseneuil. Donc là aussi, vous verrez, elle fait un témoignage. Elle explique vraiment ce que c'est le travail d'un employé ou d'un salarié. Et peut-être aussi, c'est une manière que j'ai voulu, moi. Son témoignage m'est important. Alors, avec Bernadette, on l'avait choisi comme suppléante. C'était bien aussi de temps en temps de rappeler que la gauche sait parler quand même aux employés et aux ouvriers. Hein, parce que souvent, on a peut-être tendance à l'oublier ou enfin à nous faire croire qu'on ne sait plus parler à ces populations, à ces personnes. Donc, Blandine avait accepté ce travail. Dans tous les cas, bon, on a été à la porte, là encore, de la réélection. Évidemment, quand vous avez Chasseneuil du Poitou avec la machine de guerre Jean-Pierre Raffarin et puis Montamisé, où nous avons effectivement été ici un petit peu, pas trahis, mais un peu abandonnés par le maire qui s'est fait élire par la gauche et qui s'est présenté avec la droite. Deux maires des deux plus grosses communes du canton qui représentaient plus de la moitié du canton, la tâche devenait un petit peu difficile dans le contexte de 2015 que vous connaissez. Bon, ça s'est joué à 120 voix, mais bon, c'est pas très grave. L'important, c'est d'avoir finalement fait ce combat. Hein. Donc, mais bon, comme Alain Claes l'avait dit au lancement de campagne, on apprend aussi de ses échecs, et puis bon, voilà, vous situez un petit peu. Alors moi, j'enseigne à la fac de Sciences Éco. Vous le verrez aussi dans le petit fascicule. J'ai fait Limoges, La Rochelle, Poitiers, et donc je suis en poste à la faculté de sciences économiques. Bernadette l'a effleuré, je travaille plutôt sur des sujets de recherche que sont l'économie de la santé, parce que des sujets qui me plaisent. Donc c'est des choses sur lesquelles, je ne veux pas dire que j'ai un petit peu de compétences, mais en général, quand je ne sais pas de quoi je parle, je ne dis rien, hein, et je vous l'expliquerai, ça. Il y a des sujets sur lesquels je ne suis pas très fort. Sur les problématiques de santé pour tous et d'économie de la santé, ça c'est quelque chose sur lequel je suis assez calé, parce que hélas, d'expérience aussi, d'expérience, j'ai vécu ça. Alors notamment, nous on le vit en tant qu'enseignant à l'université. J'étais vice-président de l'université avec Yves Jean pendant 4 ans. Alors pour taire une rumeur, j'ai arrêté parce que tout simplement, je ne pouvais pas être vice-président à la communication et candidat législatif, parce que quand on est vice-président à la communication, on gère des budgets de communication auprès des médias locaux. Donc il y a des conflits d'intérêts qui n'étaient plus possibles, donc il fallait que je laisse ma place. Et vous dire aussi surtout que lorsqu'on est vice-président à l'université, eh bien on sait qu'il y a un grand nombre d'étudiants qui renoncent aux soins, c'est-à-dire qui n'ont pas les moyens de se soigner. Et là, c'est un vrai souci. Parce que vous savez, quand on est étudiant, on a normalement la sécu étudiante, on a normalement, quand on peut la payer, une mutuelle. Et là, beaucoup d'étudiants ne se font pas soigner. À Poitiers, on n'est pas au bout du monde. Hein. Donc ça m'a interrogé. C'est très inquiétant. On a des étudiants malades qui ne peuvent pas se soigner. On fait de la vaccination, on fait de la prévention à l'université. Donc ça m'a un petit peu interrogé quand même. Je me suis dit, c'est des choses pas très claires. À l'université de Poitiers aussi, j'ai découvert que le jeudi soir, il y avait une tendance à la fiesta à Poitiers. Bon, c'est normal d'être étudiant. Sauf qu'on avait des jeunes filles qui abusaient tellement de l'alcool qu'elles étaient finalement abusées. Alors je ne vais pas vous faire peur, mais lorsqu'on a pris effectivement cette équipe avec Yves Jean, quand on a commencé à travailler, qu'on a été alerté notamment par l'hôpital, c'était tous les jeudis soirs 2 à 3 viols quand même, hein, sur le campus, de jeunes filles qui avaient tellement abusé de l'alcool qu'elles se faisaient abuser. Donc avec la ville de Poitiers, là je reviens à mon expérience avec la ville de Poitiers, avec Alain Claes notamment, on a mis en place, il a été mis en place ce qu'on appelle les maraudes. Hein. Donc le jeudi soir, effectivement, il y a des maraudes, hein, un peu l'équivalent d'un SAMU social, où en fait on fait circuler un certain nombre de personnes dans les rues de Poitiers et on récupère ces jeunes hommes ou ces jeunes filles qui sont un petit peu fatigués par des excès d'alcool pour s'éviter le pire. Oui. Donc on est quand même sur des sujets d'actualité, hein, qui montrent que tout n'est pas aussi rose. On peut être étudiant et vivre dans une précarité qui n'est pas forcément apparente. Donc ça, c'est des sujets qui me sont chers. Vous dire également que moi, ce qui m'intéresse, ça fait 3 jours qu'on est sur le territoire, en particulier sur Neuville et Mirebeau. On a fait énormément de visites d'entreprises, de petites structures. On a été d'ailleurs très remarquablement accompagnés et bien accueillis. On a vu notamment des viticulteurs. Un viticulteur ce matin, on est allé visiter l'huilerie. On est allé voir des personnes qui cultivent l'oignon, hein, les chaillons. Et on est allé voir des commerçants de proximité. Et finalement, on se rend compte de quoi ? Eh bien, on se rend compte que ces personnes, aujourd'hui, hein, ces personnes, elles ont une véritable envie, effectivement, de travailler, de vivre de leur travail. Mais par contre, elles se heurtent à une grosse difficulté. Ils nous le disent. Hein. D'abord, c'est le problème du recrutement, de la main-d'œuvre. Ça, c'est un vrai problème. On recrute des jeunes avec difficulté. Ces jeunes qu'on recrute avec difficulté, effectivement, ici, les jeunes qu'on recrute avec difficulté, on a encore plus de difficultés pour les garder dans l'entreprise. Elles nous disent aussi que les démarches administratives font que les choses sont très compliquées, qu'elles y passent beaucoup trop de temps par rapport, effectivement, au temps dédié à l'activité de chef d'entreprise. Et donc ça a été des choses très intéressantes.
C'est une manière aussi pour nous de regarder les spécificités de ce territoire, hein, parce que bon, le Neuvillois a un bassin d'emploi qui est relativement important. Et puis au fur et à mesure, on a pu surtout montrer que une proposition qui était portée dans la plateforme du Parti socialiste, hein, de cette gauche vigilante mais aussi constructive, eh bien nous on souhaiterait, le groupe parlementaire des députés PS souhaiterait porter ici une proposition de loi qui pourrait permettre dans ce qu'on appelle les appels d'offres, hein, aux collectivités de réserver 50% finalement de l'appel d'offres à des entreprises locales. Ce qui aujourd'hui est illégal, hein. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire je privilégie une zone géographique. On souhaiterait effectivement faire cette proposition de loi de la sorte qu'un maire, un président de conseil général, un président d'interco, un président de région, puisse dire on fait un appel d'offres, par contre on réserve finalement 50% du chantier à des entreprises locales. Ça c'est fondamental, ça veut dire qu'on privilégie effectivement l'emploi local. Puisque si on regarde la zone mirbalaise, neuvilloise et plus largement, moi je suis à l'est de Poitiers, on se rend compte que l'activité est essentiellement sur ce périmètre. La circonscription 1, il faut que vous le sachiez, hein, c'est le premier employeur de la Vienne. C'est là où on concentre le plus d'emplois. Alors c'est vrai qu'on voit bien, hein, Futuroscope, Chasseneuil, ça on comprend bien. Mais si on quitte un petit peu ici, un exemple très caractéristique, dans la petite commune de Sèvres-en-Semont, le premier employeur, c'est les AT. Vous voyez, là où on accueille les personnes en situation de handicap. 150 salariés, les AT. C'est pas rien dans une petite commune de 2100 habitants. Une structure qui accueille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de l'économie sociale et solidaire sur nos territoires. C'est encore de l'emploi de proximité. Évidemment, hein, les personnes qui travaillent dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, dans les structures qui accueillent des personnes en situation de handicap, on ne va pas les délocaliser dans les pays de l'Est. C'est des choses qui ne sont évidemment pas ici anodines. Vous dire également que sur cette plateforme que nous avons effectivement ici mis en place, sur laquelle nous avons travaillé avec le Parti socialiste, hein, notamment qui nous a été présenté mardi dernier, la semaine dernière à Paris, on a également réfléchi sur la problématique du schéma national des services publics. L'idée de garantir effectivement des services publics, hein, de proximité. Et moi je pense que mieux encore, vous savez, j'ai lu dans la presse récemment d'autres candidats qui nous disent finalement il faut se battre pour que les emplois publics ne partent pas sur Bordeaux. Moi je crois que ce n'est pas là réellement le problème. Le vrai problème c'est de faire en sorte que ces emplois publics ils soient déployés sur les territoires. Et effectivement, qu'on ne contraigne pas une famille à déménager, ça c'est certain, mais surtout que des services publics qui ne sont plus donnés sur Poitiers ou qui n'ont plus d'utilité parce qu'ils vont exister sur Bordeaux, moi j'ai envie de dire c'est autant de fonctionnaires qui pourraient être déployés ailleurs et qui permettraient effectivement d'offrir d'autres services, hein, à la population. On est allé effectivement à Vouzailles, on a rencontré le maire parce qu'on a aussi rencontré les élus, hein. On est allé en mairie et là on a vu une dame qui arrivait avec des enveloppes, je dis c'est bizarre. Ici, parce qu'on fait le service de poste. Et oui, le service de poste. Il n'y a plus de poste dans les communes. C'est les maires. Et là, le maire, il dit ouais, c'est un truc, par contre, ça, on garde, parce qu'on aime bien. Parce que finalement, hein, c'est un service qu'on apporte aux populations. Ça permet effectivement ici d'assurer de la fréquentation de mairie, d'avoir des contacts avec les populations. Et finalement, ça permet surtout aux entreprises, parce que là, en l'occurrence, c'était une entreprise, il y avait beaucoup de courriers, de rester sur place. Parce que si on ne faisait pas ce service, on pourrait se poser la question de savoir si les entreprises aient envie toujours de rester sur les territoires et d'aller dans d'autres communes où il y a des services postaux. C'est un petit peu anecdotique ce que je vous dis là, mais c'est peut-être anecdotique ici, mais les maires, pour eux, c'est pas anecdotique. C'est-à-dire que quand ils parlent aux futurs députés, ils lui disent attention. Hein. Nous, c'est quelque chose sur lequel on est effectivement très vigilant et on est prêt à faire cet effort. On pourrait également multiplier les exemples comme ça. Moi, je dis qu'un député, finalement, hein, il a vocation effectivement à être élu du département. J'ai envie de dire, c'est un élu de la nation avant tout. Mais ce que je crois surtout, c'est qu'un député doit surtout proposer des lois qui servent aux citoyens. Le meilleur moyen de savoir ce qui sert aux citoyens, c'est un élu de terrain. Une chose intéressante également qu'on va porter, nous, le groupe des parlementaires PS, et je crois que là, on est assez d'accord avec Valérie aussi sur ce sujet-là, et notamment à l'UDE, c'est le non-cumul des mandats, mais surtout dans le temps. Parce qu'effectivement, hein, on limite le cumul des mandats effectivement à un instant T. Le groupe parlementaire du Parti socialiste va proposer effectivement le fait que vous ne pourrez pas faire plus de 3 fois le même mandat. Cumul dans le temps, effectivement. Peut-être que certains pensent que c'est déjà trop, mais bon, l'expérience des parlementaires montre que quand on a été 3 fois député, c'est bien. Un peu moins, ils ont l'air de dire que c'est plus difficile. Donc, vraiment pour s'inscrire dans la durée. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va porter. Alors moi, j'y suis très attaché, Bernadette l'a dit. Hein. Bon, je suis un petit peu déçu parce que Bertrand Delanoë a rejoint Macron pour des raisons qui pourraient d'ailleurs être tout à fait défendables. Moi, j'ai longtemps travaillé avec Bertrand Delanoë.
Bertrand Delanoï s'est appliqué le cumul des mandats dans le temps. Il a dit je ferai 2 mandats de maire. Il est arrêté au meilleur moment de sa popularité. Il a dit maintenant stop. Et je passe je donne le témoin à Anne Hidalgo. Oui. C'est des choses qui sont intéressantes. C'est des paroles et des actes aussi, un élu. Ça, c'est fondamental. Plus localement, ce que je crois aussi, c'est qu'on a vu pendant 5 ans que finalement, le Parlement, il y avait les députés qui votaient les lois et les députés qui les contestaient. Bon, ce qui nous a un peu choqué, c'est que les députés qui les contestaient n'étaient pas toujours dans l'opposition. Ça nous a un petit peu agacé, quelques-uns. Puisqu'effectivement, on a le droit d'être opposé. Moi, j'ai travaillé au Conseil général, j'ai été élu au Conseil général. Dans notre opposition, on n'était pas toujours d'accord. Moi, il y avait des sujets sur lesquels, d'ailleurs, j'étais fortement opposé. On votait, pour ou contre. La position, elle est prise, elle est tenue. C'est-à-dire que lorsqu'on vote, on vote comme un seul homme ou comme une seule femme, en l'occurrence, ce qui était moins le cas à l'époque. Mais en tout cas, on votait, on se tenait à la discipline de groupe. Moi, c'est quelque chose sur lequel je serais très attaché. Et en tant que parlementaire, je ferai en sorte qu'effectivement, s'il y a des lois sur lesquelles on est d'accord pour voter pour, on se tient à la discipline de groupe. Et évidemment, ici, si on est contre, on vote contre. Mais on est dans un groupe parlementaire. Si on est dans un groupe parlementaire, il faut se tenir à la discipline. La discipline et la loyauté, vous l'avez vu, moi, c'est quelque chose, c'est une éducation que j'ai reçue. Moi, ce sont des valeurs qui me semblent être des valeurs de gauche, mais pas seulement. Je pense que ça devrait être des valeurs de tout le monde. Néanmoins, je pense que les parlementaires aujourd'hui, et au regard de ce qui se passe, vous avez vu, avec ce nouveau régime qui ne porte pas son nom, je pense qu'il faut que les parlementaires retrouvent leur place, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on puisse proposer des lois. Proposer des lois, quand je vous dis je ne suis pas spécialiste de tout, moi je serais fortement attaché en termes de proposition de loi, à partir d'un constat qu'on a fait sur le terrain. Alors Bernadette ne vous a pas dit, quand elle était députée européenne, en l'occurrence, moi je suis allé à Strasbourg, on avait un projet, un gros projet sur une réflexion très globale sur la prise en compte du handicap. Et on avait commencé à travailler sur ce projet, notamment avec les AD de Sèvres et Saint-Julien-Lard. Et on va continuer à travailler là-dessus. On avait un gros projet, et dans les rencontres qu'on a pu faire et les expériences des uns et des autres, on a vu quelque chose d'assez terrifiant, c'est qu'une famille aujourd'hui, lorsqu'elle est victime de ce qu'on appelle un accident de la vie, typiquement un accident de la route, typiquement une personne âgée qui demain se casse le col du fémur et puis qui n'est plus en situation d'habiter à la maison dans une maison telle qu'elle peut être construite, etc. On s'est rendu compte que ces personnes-là, elles avaient des besoins financiers ici. Les besoins médicaux, souvent, on va s'en réjouir en France, ils sont quasi immédiats. On vous envoie aux urgences, on vous affecte à des centres de rééducation. Ça, c'est plutôt quelque chose qui se fait. Alors, pas toujours facilement, mais qui se font. Par contre, il y a des avances d'argent, ici, qui sont faites par les familles, mais qui ne sont pas forcément possibles pour les familles. Vous avez besoin d'un fauteuil roulant, c'est de l'argent qu'il faut avancer. Vous avez besoin d'un aménagement de maison, c'est un aménagement qu'il faudra financer. Vous avez besoin d'un aménagement de voiture, c'est des choses que vous devez effectivement ici avancer. Et moi, je pense à l'image de ce qui se pratique quand vous êtes victime ici d'une inondation, d'une catastrophe naturelle. On devrait être en capacité de ce que j'appelle moi de mobiliser un fonds d'aide d'urgence aux victimes des accidents, de ce type d'accident, des accidents de la vie. Et je voudrais qu'on puisse porter, moi je serai de ceux qui porteront cette proposition de loi. Vous savez que si j'ai la chance d'être élu, moi je vais succéder à un député qui s'appelle Alain Claes, à qui on doit quand même un travail de fond sur la bioéthique, ce n'est pas rien, à qui on doit quand même un travail sur la moralisation de la vie politique. Il a été celui qui a quand même instruit l'affaire Cahuzac, un sacré, être ici celui qui va juger finalement un des siens, un père, notamment du Parti Socialiste en l'espèce. Il a été évidemment celui avec Leonetti qui a porté le projet sur la fin de vie. Le travail parlementaire, là pour le moment on a un exemple. Sur 20 ans, il y a effectivement un vrai travail parlementaire. Je ne suis pas sûr que tous les députés de la Vienne en particulier puissent avoir ce même bilan. Ils ont été de ceux qui ont voté les lois, ils ont été rarement de ceux qui ont proposé les lois. Mais je crois qu'on a l'opportunité effectivement de l'élection d'Emmanuel Macron. Elle tient probablement au fait qu'on pourra aujourd'hui porter des lois et faire en sorte que ces lois elles soient votées par une majorité. Quand on dit une gauche vigilante, c'est ça, c'est qu'on n'a pas donné ici. On est effectivement, moi je fais partie de ces gens, ça m'est reproché d'ailleurs dans un tract du Front National qui circule, un peu nauséabond d'ailleurs, parce qu'on attaque durement Jacqueline Degre et ça c'est lamentable. Un peu moins Xavier Moignet, mais bon, on nous reproche d'avoir appelé à voter Emmanuel Macron. Moi ce dont je suis sûr, c'est que j'ai appelé à voter contre Marine Le Pen. Il n'y a aucun doute là-dessus. Moi je suis très serein. Et je n'ai aucun regret. Le soir même du vote, j'ai été un des premiers avec Alain, localement, on a dit, alors moi, je vais vous dire, en 2002 j'ai voté Chirac. On s'est pincé le nez, mais on a voté Chirac, parce que ce qui est sûr, c'est qu'on ne voulait pas Le Pen père. Le problème, c'est que c'est le jeu des 7 familles. Quand on n'a pas le père,
on a la fille, puis quand on n'a pas la fille, on a la nièce. Et je pense que c'est pas fini, hein, parce que ils ont un peu ça dans les gènes. Donc moi, je suis très vigilant là-dessus et intransigeant, d'ailleurs, sur les valeurs de la République. Hein. On l'a dit avec Bernadette, vous l'a dit. Guy l'a dit. Moi, j'ai une éducation, c'est avant tout, on respecte les autres. Hein. On est tous pareils. Enfin, moi, je fais pas de différence. Hein. Moi, mes enfants sont dans un collège où il y a de la mixité sociale. On se pose pas de questions. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. Il y a des êtres humains. Vous savez, il y a un début de vie on est tous et on meurt tous de la même façon. Hein. Ça, on est relativement égaux par rapport à ça. Donc moi, je suis intransigeant là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on soit vigilant, mais qu'on soit surtout constructif. Et c'est vraiment ce projet-là que je voudrais qu'on porte ensemble. Et finalement, c'est pour ça que je suis là ce soir, qu'on est là ensemble avec Valérie. On est des humanistes, résolument des humanistes de gauche certainement, hein, avec des histoires un peu différentes et personnelles, mais c'est normal ça. Hein. J'ai volontairement choisi, je crois qu'on n'est pas beaucoup en France d'ailleurs. Hein. Moi, dès les primaires, j'avais dit à Paris, moi je souhaiterais faire un binôme un peu différent, c'est-à-dire que je souhaiterais effectivement, dès les primaires, qu'on fasse une alliance à gauche. Et ça serait bien d'ailleurs, hein, que ça se généralise. À Solferino, ils ont accepté l'idée qu'on puisse faire effectivement ce binôme. L'UDE l'a aussi accepté, on faisait partie de la Belle Alliance, vous savez. Hein. Et puis finalement, il faut croire que les militants nous ont aussi donné quitus, se sont dit, c'est pas si mal. Et puis alors, on a fait un truc extraordinaire, vous allez rigoler, hein, vous allez me dire, c'est vraiment un sudiste lui. Mais bon, il m'arrive d'aller au marché à Chauvigny. Pour être très franc avec vous, je suis venu plusieurs fois à Neuville parce que quand j'étais conseiller général, je faisais partie de la commission agricole. Parce que moi, j'ai un talent fou, c'est que je suis sorti du milieu agricole et puis je ne l'ai pas oublié. Voyez-vous, hein, moi, je dis toujours, on a toujours de la boue qui colle aux chaussures, il ne faudrait pas l'oublier. Donc j'étais dans la commission agricole et lorsqu'on faisait la commission agricole, on se promenait sur les territoires. On avait visité un certain nombre d'exploitations agricoles. On avait mangé au restaurant d'ailleurs de Bellefoy. Et puis on avait visité les céréaliers, le tabac, etc., etc. Donc je connais un petit peu le monde agricole. Et puis alors ce qui nous a quand même super agréablement surpris, c'est quand on vient au marché à Neuville, d'abord il fait beau. Hein. Le dimanche matin, il faisait très beau. Et les gens étaient de sortie, mais il y a un monde, ça n'arrêtait pas. On a vu, je pense qu'on voit plus de monde qu'au couronnerie, je le dis. Hein. C'était impressionnant. Et surtout, ce qui était très amusant, c'est que les gens, ils faisaient beau, ils étaient de bonne humeur, ils prenaient nos papiers sans nous insulter. À quelques exceptions près. Hein. Alors, il y a un petit papy qui a même pris Valérie dans ses bras, tellement il était ému. C'était étonnant, vraiment des rencontres. Ah, c'était exceptionnel. Il était extraordinaire, hein, ce petit papy. Il était tellement ému, il l'a pris dans ses bras, mais enfin des trucs qu'on voit nulle part ailleurs. Il faut venir à Neuville pour voir des gens gentils comme ça. Donc ça nous a remis un petit peu de baume au cœur. Finalement, on a fini à prendre l'apéro. Comment, au sanglier fumé quoi. Qui fume, hein. Il n'est pas fumé, mais il fume, d'accord. Donc on a fini à l'apéro, hein, et c'était très très sympa. Le patron du bistrot est très sympa d'ailleurs. Alors, je me suis dit, est-ce que c'est un cousin français? Parce qu'ils c'est soit des cousins français, c'est les oncles de français. Donc non, voilà. Donc tout ça pour vous dire que bon, on est plutôt content, on travaille, on est résolument optimiste, résolument heureux et en bonne santé, c'est pas mal aussi. Et donc on vous remercie d'être présent. Donc ce que je vous propose ce soir, c'est peut-être de vous donner la parole, d'échanger. Et ce qui est sûr, c'est qu'on boira un coup. Et puis le principe, c'est qu'on consomme local. Donc vous inquiétez pas, on ne va pas vous servir du Bordeaux. Hein. On a du jus de pomme local. On a du vin d'ici et de l'eau de là. Et puis même ce qu'on mange, c'est local, donc c'est formidable. Vous voyez, on fait de la proximité. Nous, on est des élus de terrain de proximité. Et puis on est avec Vincent puis les camarades qui nous ont accompagnés, je disais toujours attention, les élus on les voit, non, moi vous ne me verrez pas que le temps de la campagne, parce que moi je reviens. Quand j'étais conseiller général, ça Guy peut en témoigner, on discutait pour l'opportunité d'une subvention, je faisais en sorte que la subvention soit votée, accompagnée, mais par contre je revenais. Parce que moi ce qui m'intéresse, vous savez, c'est on fait voter la subvention, mais qu'est-ce qu'on a fait de l'argent? Et je me faisais toutes les AG. Vous allez me dire, c'est beaucoup de travail, je ne sais pas, mais par contre, vous voyez, je suis là, j'accompagne, mais par contre il faut du résultat. Parce que moi, je ne suis pas chef d'entreprise, moi. Moi, j'accompagne les associations, mais il faut qu'on sache exactement ce à quoi sert cet argent. Et finalement, les gens qui travaillent dans les associations, les militants, ils sont très contents de ça, parce qu'on voit qu'on s'intéresse à eux. Alors, évidemment, je suis toujours, moi, membre de la FCPE, parent d'élèves, j'ai été 4 ans président, je suis dans diverses associations, petite association sur l'histoire au musée de Tercé, et puis, tu veux pas, vous savez comment c'est, je pense que vous êtes tous un peu comme moi, on est tous mais quand on est de gauche, on est quand même beaucoup militants associatifs. Oh, mais Xavier, tu veux pas venir à la sauce, et on fait un petit chèque, ouais, et finalement, on est partout. Mais c'est vrai qu'on est assez sympa quand les élus viennent nous voir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel je suis très attaché. Donc j'ai dit à tous ceux qu'on a vus là depuis 3-4 jours, faites attention, moi je fais pas... Moi, vous savez, dans le journal, ils avaient mis un père de famille qui travaille. Oui, rassurez-vous, j'ai un travail, moi. Moi, la politique, c'est pas mon métier.
Moi, j'ai travaillé, vous verrez dans le petit journal, vous verrez, j'ai un petit parcours. J'ai travaillé, j'ai arrêté mes études, j'ai voulu faire le malin, je suis allé travailler. Le papa et la maman m'ont dit, vas-y, va travailler. Puis quand on en aura marre, tu reviendras aux études. Je suis revenu aux études, je me suis débrouillé pour financer mes études. Et puis, je suis aujourd'hui enseignant, mais ma vraie passion, c'est mon métier. Vous voyez, donc ça, c'est important. Moi, je ne suis pas un élu professionnel, moi, je travaille. Je suis un père de famille qui travaille, une grande famille d'ailleurs. Donc c'est un peu ça, voilà comment, faut me prendre. Alors, Bernadette a dit que je suis sur la réserve. Ouais, c'est que moi, mon papa est vendéen. Puis vous savez, les vendéens, c'est pas des gens qui souffrent beaucoup. C'est des gens qui ont un cœur gros comme ça. Mais le problème, c'est que, vous voyez, par exemple, moi je dis souvent ça, mon père, il m'a jamais embrassé. Mais par contre, il m'a aimé comme on n'a jamais aimé un fils. Mais moi, je suis un peu comme ça. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur. J'ai un cœur gros comme ça, mais bon, voilà. J'ai un petit peu de carapace, mais bon. C'est la vie. Hein. Après, quand on me connaît, on sait qu'il n'est pas mauvais, le gars. Hein. Il n'est pas toujours très marrant, mais il n'est pas mauvais. Donc voilà, donc je vais vous laisser la parole. Et puis on va échanger tranquillement. Si vous avez des questions, hein, la parole est libre ici. Hein. Chez moi, la parole est libre. Donc si vous avez des petites questions, des interrogations, si vous n'êtes pas content, vous avez le droit de me le dire. Je ne suis pas, en plus pas rancunier. S'il y a des choses qu'il faut qu'on améliore. Hein. Donc en tout cas, merci. La parole circule, effectivement. Alors, deux remarques. Je vais réagir par rapport à la dernière remarque. Alors moi, en tant que conseiller général, hein, je siégeais aussi à la MDPH qui s'occupe de l'instruction des dossiers. Vous dire qu'aujourd'hui, quand même, pour traiter un dossier de reconnaissance de handicap, c'est en moyenne 18 à 24 mois. Donc effectivement, et ça c'est dans les bonnes années. Ça veut dire que même si quand même vous avez un petit souci, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas très réactif, c'est pas très, très rapide. La réaction est quand même très lente. On n'y met quand même pas les moyens parce qu'on va donner aux conseils généraux cette capacité aux conseils départementaux de gérer effectivement ici hein, le niveau de handicap, pour parler simple, hein, vous avez évoqué le GIR, mais c'est pour dire les choses autrement, le niveau de handicap. Et puis les conseillers départementaux, ils gèrent surtout un budget, hein, et notamment quand ils sont plutôt de droite, ils gèrent bien le budget, et ils font bien traîner les choses de la sorte à ne pas dépenser. Oui, donc on fait traîner les dossiers volontairement, parce que comme ça, effectivement, ici on ne dépense pas. Vous allez me dire, normalement, ils dépensent que ce que l'État transfère. Mais ça, c'est un vrai problème, parce qu'évidemment, on sait pertinemment que ce que l'État transfère, c'est des sommes qui sont inférieures à ce que les collectivités dépensent. Ça, c'est la première chose. Alors, ça va me permettre aussi de réagir face à une proposition qui peut paraître très séduisante, vous savez, c'est, on va dire aujourd'hui aux gens, pour qu'ils votent pour vous, on va leur dire, vous savez, 80% des personnes qui aujourd'hui payent la taxe d'habitation, demain, on va leur dire, vous êtes exemptés, ici, vous n'aurez plus à payer la taxe d'habitation. C'est très démagogique, ça. Hein. C'est facile de dire, bon. Sauf que quand on est élu d'une petite commune, mais je pense que même d'une grande commune, si on fait ça, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de ressources qui n'arrivent plus dans les communes. Moins de ressources dans une commune, c'est pas pour payer l'apéro au maire ou aux élus à la fin du conseil municipal. Moins de ressources dans une commune, c'est moins de services publics pour les gens. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, si la compensation n'est pas équivalente, bah, c'est un vrai problème. Ce que vous évoquez là, effectivement, cette prise en charge du handicap, ça c'est un vrai souci parce qu'il faut du temps pour instruire les dossiers. Et puis ce qui est quand même pas très juste, me semble-t-il, c'est que selon les départements, hein, la reconnaissance effectivement de la dépendance, elle est très différente d'un département à l'autre. Il y a des départements qui sont plutôt dans une approche un peu sociale de la chose, qui vont être plus généreux que des départements où on l'est un peu moins. Vous voyez ? Ça c'est un vrai souci. Deuxième chose également que vous évoquez, c'est le problème de la laïcité. Alors moi je suis quelqu'un qui est très laïque, hein, parce que je pense que l'essentiel aujourd'hui existe, c'est-à-dire que la loi 1905, elle est claire, nette et précise, et qu'on n'a pas à s'interroger, on a juste à l'appliquer. À partir du moment où on l'applique, il n'y a pas de souci. Notre souci, alors c'est peut-être moins vrai dans le département, notre souci c'est qu'on est aujourd'hui dans il y a des endroits, des zones géographiques en France, où l'école publique n'existe plus, donc forcément qui prend la place, hein. Il y a des familles qui aujourd'hui arrivent dans des territoires où il n'y a pas d'école publique. Les écoles publiques sont fermées, et qui prend la place, effectivement, les écoles privées sous contrat. C'est là le vrai problème. C'est l'absence, effectivement, ici, d'écoles publiques qui oblige les personnes à aller dans des écoles sous contrat. À l'inverse, la laïcité, c'est quoi ? C'est de permettre à des gens qui choisissent d'aller dans l'enseignement libre de pouvoir y aller. Et moi, j'y suis aussi très attaché. C'est-à-dire que concrètement, ça doit rester un choix des familles. À partir du moment où c'est un choix des familles, vous ne pouvez pas contester ça. La loi, elle encadre clairement ici la manière dont sont financés ces établissements scolaires. Pourquoi on remet toujours en cause la laïcité ? C'est pas pour l'améliorer, on a bien compris. Hein. On cogne toujours sur la laïcité parce que justement, on voudrait casser quelque chose qui existe
Et je crois qu'il faut être super vigilant. La laïcité aussi, c'est l'art et la manière de vivre ensemble. C'est-à-dire qu'on respecte tout le monde avec ses cultures. Sauf que pour moi, les cultures, et notamment la culture religieuse, c'est pas un dogme qui s'impose aux autres. C'est un choix individuel, et qui doit d'ailleurs rester individuel et personnel. Et de mon point de vue, pas ostentatoire d'ailleurs. Je pense qu'on n'a pas à s'afficher. Ça, c'est quelque chose où le vivre ensemble, il repose sur ça. Après, vous m'avez interrogé sur le handicap. Moi, je suis aussi un peu très agacé quelquefois sur le handicap, parce que je vois aussi que, par exemple, on a discuté longuement, c'était sur un vendeur, un dimanche matin, avec une personne. Je voyais bien qu'il y avait elle m'a interpellé sur le fonds d'urgence. Il y avait un vécu personnel. Donc, l'idée, c'est aussi un élu, c'est savoir faire accoucher les gens, parce qu'il y a quelque chose qui la mâchait. Et finalement, on en est arrivé à sa situation personnelle. Et elle m'a dit, moi, vous imaginez, ça fait 2 ans que j'attends une réponse de la MDPH. Et puis aussi, moi, j'ai un enfant. Aujourd'hui, on sait que c'est irrémédiable, son handicap. Et elle me dit, on me demande des papiers, mais c'est de la suspicion. C'est-à-dire qu'on en est, au bout d'un moment, à se dire, mais est-ce que vraiment, on ne veut pas tricher pour avoir les aides? Et elle dit, moi, mon enfant, on sait qu'il est durablement et définitivement handicapé. J'ai dit, bah oui, mais moi, je connais aussi cette situation où tous les ans, on demande aux familles de rejustifier du handicap de la personne pour qu'effectivement, il ait la CMU complémentaire, etc. Et que cette personne, elle est née handicapée, que de toute évidence, elle mourra handicapée. Et donc ça, c'est fatigant pour les familles. Mais c'est tellement fatigant qu'on en est vraiment rendu dans les MDPH à de la suspicion, à de l'interrogation, à de l'enquête. Et ça, c'est pas acceptable. Vous voyez. Et puis ce fonds d'urgence, moi, c'est vraiment se dire, on amorce la pompe. La dame, elle me dit, mais vous faites comment? Je dis, peu importe comment on fait. Quand vous avez votre maison qui inonde, l'assureur, il passe. Il ne se préoccupe pas immédiatement du volume des travaux. Il est ici, non? On amorce la pompe et on vous donne de l'argent pour que vous puissiez effectivement répondre à un besoin immédiat. C'est ça, cette idée de fonds d'urgence. Après, ça n'empêchera pas qu'on instruira effectivement la difficulté, l'accompagnement qu'il faut faire. Il faut être là-dessus. Enfin, moi, je suis intraitable parce que vraiment, c'est des choses. Moi, c'est mon expérience de conseiller général qui m'a ouvert les yeux par rapport à ça, même si j'ai une expérience personnelle qui m'avait déjà bien appris la vie. Vous voyez, on a des situations qui sont vraiment pas acceptables en France et à proximité. En ville, comme à la campagne. Vous savez, on est très égaux. Moi, je ne fais pas de différence entre la ville et la campagne parce que finalement, les gens sont les mêmes. Les gens sont les mêmes parce que souvent, vous savez, les gens n'ont plus les moyens d'habiter en ville, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur la première couronne, sur la deuxième couronne. Ils vont aussi là où il y a du travail, quelquefois. Donc, on a tous à peu près les mêmes problèmes. Donc là-dessus, je suis très clair. Donc la laïcité intransigeante, il n'y a rien à changer, mais il ne faut pas bouger les lignes. Et puis vraiment sur la prise en compte de l'autre, parce que c'est ça finalement qui est important. Il faut qu'on soit très très vigilant. Je ne suis pas sûr qu'en ayant Bruno Le Maire comme ministre de l'économie, on se réserve des jours heureux. Parce que si vous vous rappelez des primaires à droite, Bruno Le Maire c'était le plus libéral, le plus à droite en termes d'économie, moi qui fais un peu d'économie, c'est le plus libéral qu'on pouvait choisir comme ministre de l'économie. Si effectivement Bayrou nous semble un petit peu mou du ventre, ou du centre mou, je peux vous garantir que Bruno Le Maire, il n'est pas souple sur... c'est un vrai libéral. Donc c'est un choix politique, là, clairement. Une autre question? Alors, ça, c'est exactement... Ça, c'est une bonne remarque, parce que on est pas... moi, je ne suis pas ambigu par rapport à mes engagements politiques, je vous l'ai dit, parce que demain, j'irai travailler, que voilà. Il faut être très vigilant, effectivement. Quand on a travaillé sur la plateforme, quand on a été réunis à Paris, ça, c'était un message très clair. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement des candidats socialistes ou soutenus par le Parti socialiste qui étaient dans la salle et il n'y avait aucune ambiguïté. Nous, ce qu'on propose, c'est un programme de gouvernance. Alors, ça va peut-être vous faire sourire, mais on a un programme de gouvernance parce que nous estimons qu'aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, nous devons être en capacité d'être majoritaires et de peser clairement avec un programme de gouvernance qu'on a choisi. D'accord? Ça, c'est un constat. Tous convaincus. On a tous aussi acté un principe simple, c'est qu'on a eu 5 ans, effectivement, un président de la République qui est François Hollande. On peut dire ce qu'on veut sur ce président, mais on a un bilan, et ce bilan, on est en capacité de le défendre. Et moi, je crois que ça, c'est une faute politique qu'il ne faut pas faire. 5 ans de gouvernement Hollande, ce n'est pas que des choses qui ont été réussies, mais malheureusement, on oublie toutes les réussites. Moi, je suis désolé, généraliser le tiers payant, pour moi, je n'ai pas honte que ce soit un gouvernement socialiste qui l'ait fait. La garantie jeune, je n'ai pas honte que ce soit un gouvernement socialiste qui l'ait fait. Le développement des maisons de santé, je n'ai pas honte que ce soit un gouvernement socialiste qui l'ait fait. Je pourrais multiplier les exemples comme ça. Mais on oublie. On oublie parce qu'effectivement, ici, on est pris dans ce flot médiatique. On est pris aussi par cette calotte qu'on a pris. Effectivement, tout le monde est un peu sonné. Vous auriez été à la Mutualité, comme je l'ai été mardi, avec, en ouverture, le discours de Bernard Cazeneuve, Premier ministre.
vous auriez vu la salle ovationner la stand innovation qu'on a fait au Premier ministre, qui était notre Premier ministre socialiste. Et évidemment, ça, c'est des choses qui nous ont peut-être un peu manqué. Ce contrat de gouvernance, il est clair, et moi, je ne serai surtout pas la force d'appoint. Ça a été expliqué par Alain Claes, et c'est vrai que les journalistes ont eu un titre un peu ambigu, et c'est que bon, c'est ce qui fait vendre le papier, alors qu'en fait, ce n'était pas ça. On est dans un système, aujourd'hui, on aura des groupes parlementaires plus ou moins importants, et finalement, on veut nous laisser croire qu'on serait dans un système un peu allemand, moi je connais bien ce pays, hein, où on aurait ce qu'on appelle des coalitions de gouvernement. Le problème, c'est quand on fait une coalition dans un gouvernement, on regarde les forces en présence, et en fonction des groupes parlementaires, on se réunit, on dit voilà, on est d'accord sur ça, ça, ça et ça. Emmanuel Macron, président de la République, ce qu'il veut, c'est une majorité à l'Assemblée nationale. Le même système qui existait avant. Donc clairement, il n'y a pas de coalition aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur une campagne électorale législative qui doit clairement dire on a des candidats de partis différents, et finalement, ce qui nous importe, nous, c'est de remporter les circonscriptions et d'avoir un maximum de circonscriptions qui seront effectivement gagnées par le Parti socialiste ou par les partenaires du Parti socialiste, ici, qui ont été investis. Et moi, là-dessus, je suis très clair. C'est pour ça que cette idée de double appartenance m'embête un peu. Moi, je ne peux pas faire de la double appartenance, ça m'est pas possible. J'ai fait un choix, un engagement, peut-être que effectivement c'est risqué cet engagement, je suis même pas sûr moi. Je suis pas sûr parce que on a fait beaucoup de marchés, on a un certain nombre, avoir beaucoup de humilité sur les marchés. Je crois qu'on nous a surtout reproché de ne pas être clair. C'est plutôt l'inverse qui nous est reproché. C'est finalement de ne pas avoir été assez clair. Et ce qu'on nous a beaucoup reproché sur les marchés, c'est qu'effectivement, on a fait des primaires ouvertes. Bon, je vais être très clair avec vous, j'étais contre. Moi, je suis pour des primaires internes, c'est-à-dire on choisit le candidat parce qu'on est socialiste, et c'est le problème des socialistes. Moralité, on a fait des primaires, la droite a eu le candidat qu'elle ne voulait pas, et de toute évidence, on regarde les réactions de certains nombres de camarades du PS et un certain nombre de ministres, ils ont eu le candidat qu'ils ne voulaient pas. Sauf que moi, je suis légitimiste, et si on met un système en place et qu'on n'applique pas les règles, c'est pas la peine de mettre les primaires en place. Donc moi, on m'a dit, ça sera Benoît Hamon. Benoît Hamon a été investi, on a fait la campagne. Et je peux vous dire, moi, je l'ai fait pas jour et nuit, mais de bonne heure le matin, tard le soir, et on a été sur le chantier. Hein. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a bossé. Oui. Mais on est très clair. Moi, je peux vous dire qu'à Paris, à la Mutualité, personne n'a dit on va faire semblant d'être socialiste. Il faut être un peu sadomaso, d'ailleurs, entre parenthèses, aujourd'hui, dans le contexte. Hein. Si on aime se faire du mal ou pas. Nous, on n'aime pas se faire du mal. On va au combat et on est socialiste. Et moi, je crois que, vous regardez, hein, la circonscription 1 comme la circonscription 2, elle est à gauche. Elle est même plus qu'à gauche. Hein. La deuxième force politique actuellement, au premier tour, c'est Mélenchon. Hein, c'est Jean-Luc Mélenchon, la deuxième force politique ici. Pourquoi ? Parce que vous le savez comme moi, les camarades, vous causez, vous discutez avec eux. Beaucoup de nos camarades PS sont allés voter Mélenchon. D'autres se sont dit on va voter utile. Et comme ils avaient tellement peur que ça soit l'ami Fillon, là, quand même, pas être méchant parce qu'on ne tire pas sur l'ambulance, mais quand même, hein, qu'il soit deuxième tour. Et on nous dit ah, vous verrez. Mais vous avez vu, Fillon, il était à 20%. Il était à 20%. C'est qu'il a failli y être, effectivement, au deuxième tour. Eh oui. Parce qu'on dit, oh, il est mort, il n'est pas mort. Et la droite n'est pas morte, faites attention. Hein. Moi, quand j'ai dit ça, on a ricané. Les journalistes, ils me resservent ça. Ah oui, votre principal adversaire, c'est Jacqueline Daigle. Mais bien sûr que c'est Jacqueline Daigle, mon principal adversaire. Et regardez les projections et les sondages qu'on fait aujourd'hui. La deuxième force politique en France, c'est les Républicains et l'UDI. Et puis, je peux vous dire qu'en mettant un Premier ministre républicain, qu'est-ce qui va se passer ? Ils auront tout intérêt à faire élire effectivement des Républicains qui, à un moment ou à un autre, vont prendre la main. Parce que je pense que quand M. Le Maire va faire des propositions ultralibérales, ça va beaucoup moins gêner la candidate de droite, Jacqueline Daigle, que ça va me gêner moi, je peux vous garantir. Ça on n'a probablement pas les mêmes optiques politiques en termes d'économie. Vous voyez ? C'est important. Aujourd'hui, quand moi j'apprends que mon ministre de tutelle de l'Éducation nationale est directeur de l'ESSEC, école de commerce où effectivement on paye 9 000 € à l'année, autant vous dire que je me dis qu'il connaît l'éducation, de toute évidence, mais pas la même que la mienne. Oui, en plus, oui. Conseiller spécial de Sarkozy, qui a fait d'ailleurs un certain nombre de propositions qui font encore se tordre le ventre. Bon. Moi, je veux bien être très ouvert, mais là-dessus, je pense qu'on va avoir beaucoup de mal à s'entendre. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant, il faut être sur le terrain et expliquer aux gens. Les gens, aujourd'hui, quand on discute avec eux, ils ont une revanche à prendre, à droite comme à gauche. Ça a été les élections qu'on a ratées, et moi je pense qu'elles ont été vraiment ratées. On a eu un débat politique qui était, comme jamais on a vu, de deuxième tour, qui était lamentable. Il y a véritablement cette revanche. Donc il faut être sur le terrain, être à l'écoute et faire une vraie campagne. Moi je pense que la campagne qu'on fait aujourd'hui, c'est la campagne qu'a fait Alain Claes en 2012, que vous aviez fait ensemble.
On va vers les gens. Moi, Alain, il me conseille, hein, je ne vous le cache pas. Hein. Il aurait été là, il n'aurait pas été parti en vacances, il aurait été là. On se sait quasiment tous les jours au téléphone. Il dit, ne change rien. Il faut garder la ligne. Les gens n'ont pas changé. Ce n'est pas les gens qui ont changé. C'est les médias qui avaient choisi leur candidat. Dans un bazar qui a perturbé tout le monde. Et finalement, quand on tractait, on nous dit, il est gentil, Benoît Hamon, il n'a pas de casserole. Et là, on a envie de se dire, heureusement qu'il n'a pas de casserole, il aspire à être quand même le premier des Français, président de la République. C'était presque exceptionnel de faire de la politique sans avoir de casserole. En fait, l'honnêteté était une valeur qu'on allait perdre. Donc là-dessus, je serais intraitable, moi. Et on a un groupe parlementaire qui devrait être majoritaire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on y va. Moi, deux choses. Première chose, alors Lancema, ça c'est le ballon d'essai qu'il y avait. Moi, j'étais présent quand il a lancé ce ballon d'essai, Rousset. Il a lancé le ballon d'essai pour voir la réaction. Vu la réaction du maire, il a compris que c'était un mauvais choix et que ça n'allait pas donner grand-chose. En plus, il n'y avait pas de volonté de Lancema, c'était même pas une demande de Lancema. Il est malin, hein. Il a testé, il a vu que ça n'avait pas marché, marche arrière toute, on oublie. Après, vous dire que sur les territoires, alors, moi je ne peux pas vous faire un grand discours sur ce sujet-là, mais on a, nous, à la Fac de Sciences Éco, des collègues qui travaillent à la Fédération des territoires et qui sont justement actuellement en train de travailler pour l'AGLO, là, pour le Grand Poitiers, sur la manière dont on peut finalement se nourrir du territoire et préserver un certain nombre de services publics, faire le lien plus fort avec l'université. Bon, le Technopôle Futuroscope maintenant, mais on appelle le Technopôle le Grand Poitiers, va effectivement faire ses travaux de fond. Par exemple à Lancema, on a un certain nombre de pépites sur les territoires qu'on ignore, et donc on va retravailler à l'envers. C'est-à-dire qu'on a vu que c'était une déstructuration qui avait tendance à partir sur Bordeaux, et là il y a un certain nombre de demandes qui sont faites de Grand Poitiers notamment, pour restructurer les territoires, et puis finalement faire corps. Ça c'est une des chances. Alors peut-être que ça parle moins dans le Mirebalais, dans le Neuvillois. Le Grand Poitiers à 40, ça fait peur. Hein. Ça fait peur, mais c'est quelque chose qui, si ce projet est bien mené, vous savez, il y a des élus là, d'ici, c'est difficile, c'est de se mettre d'accord. Quand on fait un mariage, effectivement, un mariage à marche forcée, il faut se mettre d'accord sur le contrat de mariage, sauf que vous vous mariez et après vous discutez le contrat. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça. D'abord, on discute le contrat, si on fait un contrat de mariage, et après on se marie devant monsieur le maire. Vous voyez. Là, on a fait un petit peu le chemin à l'envers parce qu'il fallait aller très vite. Autant moi, je suis très dubitatif sur la limite de la région, puisque je l'avais dit, moi j'étais plutôt de ceux qui pensaient qu'il fallait nous faire une région avec la région centre, et voire même y intégrer le Poitou et la Vendée, enfin une partie de l'ancien Poitou. Hein. Et autant j'étais très dubitatif sur l'opportunité, effectivement, de faire cette région avec le sud-ouest. Hein. Bon, on a eu un moment pendant 1 heure, je crois, une dépêche de l'Élysée qui nous disait qu'on était avec la région centre, et 1 heure après, marche arrière toute. Hein. Et finalement, on nous a mis avec le sud-ouest. Bon, maintenant, la politique, c'est aussi la réalité du moment et on ne va pas faire non plus tout le temps tout et son contraire. D'accord ? Mais la réflexion sur les territoires, elle est en train de se mettre en place. Et je pense qu'il faut effectivement chercher à structurer nos territoires. Et l'enjeu pour nous, bon, la région, c'est un enjeu. Hein. Moi, en tant qu'élu, c'est évident que c'est important, la région. Mais moi, je pense que sur le territoire, en tant qu'élu de la circonscription, ce qui va être important pour nous, c'est que les communautés de communes soient véritablement de vraies réussites. Il faut qu'on arrive effectivement à travailler ensemble au sein des communautés de communes, qui sont les bassins d'emploi quand même. Parce que autant sur les régions on peut s'interroger, moi j'ai eu à travailler sur des problématiques de communautés de communes quand j'étais élu au Conseil général. Je pense que globalement on ne s'est pas trop trompé. Ce sont vraiment les bassins de vie et bassins d'emploi. Et c'est peut-être ça notre chance. Alors est-ce qu'il y a une dernière question ou pas? Parce que sinon on va boire un coup. Hein, parce qu'en fait, on arrive à 20h30, on avait du 1 heure, mais comme on est bavard et qu'on a commencé en retard, finalement, on a réussi à tenir le coup. Donc, merci. Nous allons pouvoir effectivement passer à des moments.